un habitué des guillemets. Certains d'entre vous, je pense, le connaissent. Mais on va quand même rappeler un peu ce magnifique parcours qu'est celui de Derry. Donc, la production littéraire de Derry est intense, puisqu'il a publié 8 romans, ce qui fait un rythme d'écriture à peu près d'un roman tous les 2 ou 3 ans, non? Oui, c'est ça, hein, voilà. L'écriture, comme vous le constatez, constitue avec cette autre passion qu'est le cinéma, 2 des pôles importants de l'existence de Derry. Et puis il y a cette autre passion que je mentionnerai ce soir, sans plus approfondir, ce qui est la navigation, qui ne paraît pas dans ce roman, mais qui paraît dans d'autres de ces romans. La navigation et la navigation en solitaire, que tu pratiques toujours d'ailleurs. Alors pour Derry Berkane, tout a commencé par le cinéma. Il est diplômé de l'IDEC, c'est le prestigieux institut des hautes études cinématographiques. Et Derry est entré très tôt par la grande porte dans le 7e art, par son amitié avec Roberto Rossellini, qui lui a confié le rôle de Saint-Augustin dans son film Agostino di Hippona. Mais à la carrière d'acteur, Derry a très vite préféré celle de réalisateur et il est passé derrière la caméra pour 2 longs métrages. Majorana, qui était en quelle année Majorana Majorana, c'est en 72, juste, je l'ai tourné pour partie. Oui, je l'ai tourné pour partie en Italie, parce que Majorana était un mathématicien de renom qui avait, en étudiant les rapports de Curie, il s'est dit, mais ils ont trouvé la fission atomique et ils ne l'ont pas signalée. C'est-à-dire, dans le processus, je ne suis pas physicien, mais dans le rapport qu'il avait reçu, et il avait pressenti qu'il y avait la fission atomique. Et comme il était très croyant que le régime était mussolinien, il a organisé sa disparition de façon mathématique. Donc Majorana a disparu pour ne pas avoir à travailler avec Mussolini. Et lui préparait probablement une fission, puisque Fermi, qui était aussi italien, a participé à l'élaboration de la bombe atomique pour les États-Unis. Donc c'était pas une idée en l'air comme ça, donc il a disparu. Voilà. C'était une autre figure morale. Alors c'était ton premier long métrage, et le second, Poulou le Magnifique, avec notamment Bernadette Lafont, oui, qui sera, c'est bien ce film, qui sera censuré en Algérie, je crois. En Algérie, il devait sortir, il a été censuré, je ne sais pas pourquoi. Si, parce qu'il y avait dans un bistrot quelqu'un qui était sourd et qui protestait contre le fait de ne pas pouvoir travailler et vivre en Algérie. Et il a eu des mots, c'est pas moi qui le dis, c'est le mot. Voilà. D'accord. Il disait Alger la pute, voilà. Et ça, quand je suis arrivé à Alger, c'est pas bien. Oui. Vous avez dit Alger la pute. Voilà, censure. Donc, suivant l'exemple de Roberto Rossellini, tu t'es consacré ensuite au documentaire, dans les domaines aussi bien scientifiques, artistiques, sociologiques, etc. Et je retiendrai ce documentaire qui s'appelle « La mosquée de Paris, une résistance oubliée », qui est un film rappelant l'aide apportée à la communauté juive par les musulmans pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est un documentaire pédagogique que tu présentes aujourd'hui encore dans les banlieues. C'est un documentaire qui date déjà de quelques années. Hein. Oui, 91, il a été fait en 91. Mais qui continue encore à tourner, que tu présentes aux jeunes dans les banlieues. Et aussi bien pour montrer à ces gamins l'héroïsme et la tolérance de leurs aînés, et aussi tu le présentes dans la communauté juive pour montrer que la culture musulmane n'est pas nécessairement antisémite. Alors moi je dirais qu'il y a des notions qui sont centrales dans ton cheminement: mémoire,
tolérance, laïcité. Ce sont des notions qui sont au cœur de ton combat et que tu poursuis aujourd'hui toujours par l'écriture depuis une vingtaine d'années. Alors, quelques romans que je vous citerai parmi les 8. Le premier, Ne le dis à personne. C'est un roman qui est inspiré de ton vécu d'enfant de résistant FTP Moy pendant la guerre de 39-45. C'est un roman magnifique. Ensuite, il y a Parole chronologique à la Kalena de la Courtille, où tu dénonçais la terreur islamique à travers le courage d'une jeune fille qui était déterminée à venger ses parents assassinés. Ça, c'est un roman qui est paru en 2002. Et il y a eu, je citerai encore, entre autres, Le Tournesol fou, en 2004, dans lequel tu traites de la bleuite, qui élimina d'Algérie plusieurs milliers de lettrés, laissant la porte ouverte à l'arabo-islamisme. Alors aujourd'hui, ce soir, on va vous présenter Les Couveuses, paru chez l'Harmattan, qui est ton éditeur, voilà, l'éditeur de tous tes ouvrages d'ailleurs, je crois. Alors, si on doit qualifier cet ouvrage, on peut dire que c'est une fiction politique qui prend racine, qui s'inspire d'affaires réelles. On verra ça tout à l'heure. C'est un roman qui interroge sur les stratégies de la manipulation et sur les ressorts psychologiques du terrorisme, ou plutôt des candidats au djihad. Alors, pour la forme, c'est un roman qui est très visuel. Et plus qu'à des chapitres, on va songer à des séquences filmées qui se succèdent à un rythme très, très vif, enlevé, qui sied particulièrement à ce type de littérature. C'est un roman que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. Alors, Derry, d'abord, le titre. Qui sont-elles? Ces couveuses. Les couveuses, c'est ce que... Enfin, c'est ainsi qu'une des mères de victimes a appelé les mères de terroristes, les couveuses. C'est-à-dire qu'elles pensent que leur responsabilité est entière dans la mesure où ils ont élevé leur progéniture dans la haine de l'autre, en particulier dans l'antisémitisme. C'est une constante. On prend prétexte du conflit israélo-palestinien pour essayer de semer l'antisémitisme qui est une ignominie d'une certaine façon, parce que je ne vois pas comment un juif parisien qui peut être d'ailleurs avoir sur le conflit judéo-arabe des opinions tout à fait différentes, peut être rendu comptable de ce qui se passe par un gouvernement d'extrême droite en Israël. Alors voilà, c'est à coup de... C'est pas aussi élaboré, bien sûr, c'est à coup, ils ont tout, on n'a rien, on parle que d'eux et on ne parle jamais de nous, etc. Voilà, c'est des petites choses qui, dès la jeune enfance, sèment le trouble chez des gens qui ne sont pas très structurés, non cultivés, et qui prennent prétexte de l'islam pour élaborer une stratégie terroriste. Les couveuses, ce sont aussi des cités. Parce qu'à un moment, les couveuses sont aussi des cités, oui. Mais en fait, je crois que c'est à l'intérieur des familles que ça se passe, c'est pas tellement... Parce que la cité reste une abstraction externe, il y a des tas de choses qui se passent dans les cités, pas forcément, d'ailleurs, pas forcément les gens antisémites. Oui. Alors nous parlions tout à l'heure des techniques de la manipulation. Ici, on les sent, on les voit, on les décortique. C'est une manipulation à double titre. D'abord celle de l'État, à travers ses services de renseignement, et puis celle des islamistes par leur méthode de recrutement. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces techniques de la manipulation? Ces techniques de manipulation qui s'appelle la stratégie de l'attention, qui a fleuri et a atteint son maximum en Italie,
En Italie, les services secrets italiens alliés à ceux de l'OTAN craignaient un événement politique, c'est-à-dire un accord entre la démocratie chrétienne et le PC italien. Et pour cela, se sont dit, si on sème la terreur dans la ville, si ils ont placé des bombes, il y a eu des tas de morts, ils ont placé des bombes à Bologne, qui était un centre dirigé par des communistes, c'était une municipalité communiste, ils ont placé des bombes dans un train, donc il y a eu, c'est vraiment un massacre de masse. Mais en fait, ça a échoué pour la bonne et simple raison que la démocratie chrétienne l'a dénoncé. C'est-à-dire une partie de la démocratie chrétienne a dénoncé cette manipulation parce qu'il l'a jugée dangereuse. Donc ça n'a pas abouti. Mais ce qui s'est passé ici en France, sous Sarkozy, est une copie moins tragique, parce qu'il n'y a pas eu de bombes placées dans un stade, etc., parce qu'ils ont pris la leçon des Italiens, chez les Italiens, des fiascos italiens, mais ils ont essayé de manipuler des gens, comment dirais-je, fragiles, dont le plus bel exemple est quand même Marat. Je ne veux pas faire de complotisme, mais Marat a été en contact constant avec les services secrets français qui ont essayé de le manipuler, de le retourner, et on connaît la suite. C'est-à-dire, c'est comme une créature monstrueuse qui leur a échappé et qui a fait un massacre autour de lui. Voilà. D'autres cas, je ne les connais pas, mais Marat, c'est avéré. On sait très bien qu'il a été, on a essayé de le manipuler, on a essayé de le retourner. Alors, pour leur défense, les gens du service secret disent c'est notre travail quotidien, on essaie toujours de retourner les gens pour avoir des renseignements, etc. Bon, ça n'a pas marché. Mais, bon. Mais je pense que l'idée de contrôler, disons, un attentat ou une tentative d'attentat en 2012, ça se passe en 2012, dans la situation où se trouvait Sarkozy, c'est-à-dire pratiquement battu dans tous les cas de figure. Hein, donc il a cherché, pas lui, bon, enfin, c'est très difficile d'établir la responsabilité dans ce domaine. Mais disons qu'il y a eu une tentative. Et c'est cette tentative que j'ai essayé de démontrer. Oui, donc tu t'inspires effectivement de l'affaire Marat. Voilà. On se retrouve aussi un peu, ça fleure l'actualité, parce qu'on se retrouve dans des meetings électoraux. Quand j'ai lu ton bouquin, on était en plein dedans, là on en sort tout juste, on parle de la déchéance de nationalité, on parle de l'héritière Pénel, petit clin d'œil, on voit à peu près de qui il s'agit. Alexandre Saccani, c'est le président, c'est ça? Oui. Oui. Donc voilà, là on passe de l'actualité à la fiction. Et la manipulation du côté, cette fois, des recruteurs islamistes. La manipulation du côté islamiste, en fait, elle est simple et en même temps très compliquée. Pour faire quelqu'un qui veut vraiment commettre un attentat, quitte à y laisser sa peau, il faut le remonter comme un réveil, il faut le fanatiser. Et pour le fanatiser, il y a tout un travail d'approche qui est constant, patient. La religion, enfin, on ne fait pas une éducation religieuse pour quelqu'un qui va se suicider. On prend quelqu'un qui est plus ou moins, le cas que je cite, hein, qui est plus ou moins délinquant, on essaye de le structurer par le fanatisme. Mais le fanatisme, c'est quoi? Il faut qu'il y ait d'abord le réductionnisme, c'est-à-dire on transforme dans un groupe, hein, on transforme ce qui est nôtre, ce qui est du groupe,
en meilleurs, c'est-à-dire nous sommes les meilleurs. Hein, ça c'est le réductionnisme. Ensuite, il y a le manichéisme, c'est-à-dire la démarche manichéiste, c'est-à-dire que ce qui est nôtre, c'est le bien absolu, et on vise les autres qui sont le mal absolu. C'est donc très simple à comprendre. Et enfin, la réification, parce que pour assassiner quelqu'un, il ne faut pas qu'il soit humain. Donc la réification, c'est de transformer l'autre en chose. C'est-à-dire, une fois qu'on l'a déshumanisé, qu'on l'a transformé en chose, ça ne coûte pas de le tuer. Hein. C'est une chose, c'est plus un être humain. Voilà. Donc ces phases que j'ai un peu analysées comme ça, de façon abstraite, mais elles existent dans toute manipulation de quelqu'un qui est en prison ou qui est délinquant et à qui on donne en quelque sorte un brevet de rachat. Vous allez vous racheter en vous sacrifiant, etc. C'est pour ça qu'il y a quand même une pléthore de gens, de petits délinquants. Moi, je sais pas, j'en ai connu des petits délinquants. En général, ce qui les intéressait, c'était le pognon. Ils voulaient avoir de l'argent, ils voulaient avoir une belle voiture, une belle montre, des vêtements, etc. Donc, à aucun moment, je pensais qu'ils pouvaient dériver vers un sacrifice personnel pour ça. Et pourtant, ça se fait. Donc, je me suis demandé pourquoi, et j'ai essayé de quantifier, enfin de baliser ce chemin, manichéisme, réductionnisme et réification, c'est-à-dire de prendre l'autre comme une chose, comme un animal, comme qu'on veut, mais pas un être humain. Alors justement, à ce propos, quels sont les ressorts psychologiques du candidat au djihad? Qu'est-ce qui fait qu'il va entendre ce discours? Écoute, il y a quand même ce qui est sûr, c'est que lorsque quelqu'un est à ce point manipulé, à ce point décervelé, à part de faire une lobotomie, je ne vois pas comment on peut le récupérer. On ne voit pas comment le récupérer. L'idéal serait la psychologie de ce personnage, franchement, il faudrait être psychiatre pour essayer de savoir ce qui le conduit à se sacrifier. C'est ça qui est comment des gens qui sont délinquants à l'origine, on arrive à se sacrifier, à se suicider. Je veux dire, il y a une limite que je n'arrive pas à percevoir, parce que pour moi, des gens qui arrivent à ce stade-là, soit des monstres, soit des saints, je ne sais pas exactement à quel voilà. Alors, on va parler un petit peu de ta méthode de travail sur cet ouvrage. Quelles sont tes sources? Est-ce que tu as rencontré des protagonistes de la Fermera, par exemple, ou d'autres? Oui, j'ai rencontré en fait le père d'une des victimes. C'est lui qui m'a donné l'idée de la manipulation. Parce que ce monsieur, qui est en plus un kabyle catholique, c'est une famille catholique, qui ont trouvé beaucoup de, comment dirais-je, ils ont trouvé dans la Vierge une consolation, on s'accroche à ce qu'on peut, et là, ils ont trouvé vraiment une consolation dans l'adoration de la Vierge. Et donc, ce monsieur a porté plainte contre l'État français parce qu'il a su que Mera avait été manipulé et qu'on ne l'a pas arrêté. Voilà. Donc, ça m'a donné l'idée de la manipulation. Évidemment, c'est une fiction, mais ce n'est pas du complotisme. C'est une fiction qui est basée sur une suspicion avec des éléments concrets. Et alors, tu évoques là un autre sujet
fait partie du package, j'allais dire, donc l'extrême droite, qui est face à ces jeunes qui vont s'engager justement dans l'armée. 3 jeunes qui sont les cibles et qui veulent lutter contre cette radicalisation, cette monstruosité. Face à eux, il va y avoir les blocs identitaires. Alors, qui sont-ils? Quels sont-ils, ces blocs identitaires? Ces blocs identitaires sont l'émanation un peu de l'extrême droite française. Ils ont un théoricien qui s'appelle Renaud Camus. Renaud Camus a émis en règle pratiquement ce qu'ils appellent le grand remplacement. C'est-à-dire qu'il pense qu'à terme, la population française va changer, elle sera remplacée par une population mosaïque en quelque sorte, multicolore, d'origine incertaine, des Français qui ne sont pas dévorés, enfin voilà. C'est ce qu'on appelle le grand remplacement. Et les identitaires veulent rechercher leur identité, donc ils sont pour tout ce qui n'est pas blanc, grosso modo, tout ce qui n'est pas gaulois, comme dirait l'autre de la old school, sera remis dans un bateau et envoyé, je ne sais où, peut-être coulé en Méditerranée, je ne sais pas exactement quelle est leur ambition à ce niveau. Mais les identitaires revendiquent une identité blanche, française, et un peu comme c'est beaucoup plus franc aux États-Unis, dans une certaine mesure, où le Ku Klux Klan est un peu leur pendant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une Amérique blanche, protestante, si possible, et les esclaves dans leur case, ou alors vidés. Voilà. C'est un peu ce qui se passe en France. Alors, là, les identitaires arrivent masqués, et ils le sont de moins en moins, en tous les cas dans les réseaux sociaux, mais ils sont planqués. Par exemple, Marion Maréchal Le Pen, qui vient de démissionner parce qu'elle n'est pas d'accord avec sa tante, en a quelques-uns dans sa région. Au Front National, il y en a beaucoup, en particulier les gens qui financent un peu et qui sont sous le coup de la loi, qui sont poursuivis par la loi, les anciens gudistes, qu'on appelle GUD, et qui sont dans l'entourage immédiat de Marine Le Pen. C'est un danger, parce que ce sont des gens sans scrupules, très violents, qui peuvent effectivement, ce qu'ils recherchent, c'est la guerre civile, qui peuvent effectivement fomenter des coups, pour le moment ils sont tenus un peu en laisse, mais qui peuvent fomenter des coups, il y aura des réactions commencées, enfin bon, ils veulent un climat de guerre civile pour pouvoir continuer à proposer une France blanche et sans tache. Et on va voir un peu quelques personnages de ton roman. Les personnages de femmes, qui sont multiples. Il y a certains personnages de femmes qui sont assez récurrents dans ton œuvre. Ce sont des femmes résistantes. Alors résistantes à plus d'un titre. Tu peux nous parler un peu de ces personnages de femmes? Oui, il y a d'abord les mères des victimes qui, chacune, essaye de survivre avec les moyens qu'elle peut avoir. Donc la mère qui est catholique a trouvé justement un soulagement en priant, en pardonnant. Donc elle a atteint un stade d'humanité qu'on appelle celle de la terre, en quelque sorte, comme dit Shakespeare, le lait de la tendresse humaine, c'est-à-dire qu'elle a dépassé sa souffrance et elle arrive à un sommet d'humanité, de pardon, voilà. En ce qui concerne
celle qui parle de couveuse, elle est beaucoup plus, elle n'arrive pas à oublier et elle veut sans l'esprit de vengeance, mais elle veut désigner les vrais coupables qui pour elle sont les mères de ces terroristes. Voilà. C'est celle qui résiste aux interdits de l'imam. Oui, elle c'est Johar. Et il y a des gens qui sont un peu le tout à chacun, qui résistent un peu, d'autant qu'elle dirige un hammam. Entre parenthèses, il y a un très très beau film qui s'appelle « À mon âge, je me cache pour fumer », qui est absolument magnifique. Donc, cette dame a un hammam, et dans ce hammam venaient des maghrébines pour c'est la tradition. Puis peu à peu, l'imam a voulu la sanctionner, et elle a résisté en changeant de clientèle et en résistant de façon tout à fait simple, avec ses mots à elle, à une entreprise de séduction de l'imam qui voulait effectivement qu'il y ait des jours séparés pour les hommes, des jours séparés pour les femmes, qu'il n'y ait pas de massage, qu'il n'y ait je ne sais pas quoi encore, qu'il n'y ait pas de massage, qu'il n'y ait pas de... Que les corps ne soient pas nus tout à fait, mais dans un hammam, je ne sais pas comment on fait pour ne pas être nu. Il y a aussi Mouima, la vieille résistante. Mouima, c'est la résistante qui a fait, c'est une vieille dame maintenant, mais qui a effectivement participé à cette résistance qui était ce qu'on appelle les FTP Kabyles. C'est pas les FTP Moy. Ah. Non. Moy, c'était main-d'œuvre émigrée. Or, les Kabyles étaient français de seconde zone, mais français quand même. Donc, les FTP étaient donc, comme ils appelaient les coloniaux. C'est-à-dire, il y avait des FTP nord-africains, essentiellement Kabyles. Donc, ils parlaient, on les disait Kabyles, mais pour ne pas se faire infiltrer. Et j'utilisais le kabyle comme langue de transmission, qui n'était pas connue, hein, c'était une langue qui n'était pas connue. Il y avait des Vietnamiens aussi. Et il y avait... qui d'autre encore? Il y avait réseau vietnamien, c'est tout ce que je connais, mais il doit y avoir d'autres réseaux, effectivement, qu'on appelait des coloniaux, des FTP coloniaux. Voilà. Alors parmi toutes ces femmes qui résistent, d'âges différents, il y a la sœur du tueur aussi, Leïla. Ah oui, la sœur du tueur, c'est inspiré directement de l'entourage de Mera. Il y a en fait c'était un frère, hein, qui avait épousé une femme, une gauloise, etc. Mais mes parents ont dit que c'était une juive, alors qu'elle ne l'était pas. Enfin bon. Et donc, il a été un peu banni de la famille à cause de cela, et qui est resté très très indépendant, et qui finalement a eu une force de caractère qui lui a permis de sortir de la délinquance par toute cette famille, quand même, toute musulmane qu'elle fut. Elle a participé à un trafic de drogue, caché des machins, etc. Parce que c'est licite d'empoisonner le mécréant, hein. C'était licite. Donc, voilà, alors que lui, il a essayé de s'en sortir, il a passé des concours, etc. Et il a trouvé, je crois qu'il était infirmier. On va continuer un peu sur ces personnages. Il y a des profils donc, de familles de victimes. Tu nous as parlé tout à l'heure de ce père de victimes réel, hein, qui t'a inspiré. Il y en a d'autres aussi, il y a d'autres profils de victimes. Il y a notamment ce personnage, est-ce qu'il est totalement fictif ou est-ce que quelqu'un te l'a inspiré, du psychiatre qui, dans ton roman, est en fait aussi le père d'une victime et qui choisit d'être le psy des parents des autres victimes. Oui, ce psychiatre, effectivement, a été inspiré par un psychiatre que j'ai connu dans mon temps d'enfance,
parce que comme on était fils de déportés, on avait droit à des séances de psy. Moi, il m'a marqué beaucoup plus. Je ne sais pas si ça a été utile, hein, je ne peux pas dire. Mais on arrivait et il avait un canotier et il faisait son travail avec le canotier sur la tête. Je me suis toujours demandé ce qu'il cachait sous son canotier. Et voilà. Et ce travail de psy, en fait, je me suis aperçu que le canotier rentrait dans le travail de reconstruction d'un gamin qui avait été un peu perturbé par la déportation de ses parents. Je n'étais pas le seul, hein, il y avait beaucoup de gens. Donc j'accorde une grande importance et une grande affection au psy qui, au fait, arrive à prendre en charge tous les maux de la terre, hein, parce qu'il y a quand même des transferts qui sont terribles à supporter. Voilà. Enfin, parlons de ce personnage central qui ouvre l'ouvrage et qui l'achève aussi, qui est Petchikani, dit l'araignée. Alors, c'est un commis de l'État, c'est un haut fonctionnaire, qui est à l'origine de l'idée de manipulation. Tu as enfin, il y a un personnage qui t'a inspiré pour ce fameux Petchikani. Oui, ben, c'est le patron qui était avec vraiment l'âme damnée de Sarkozy, qui était le patron des renseignements de la DGSI, puisque c'était des DGSE, puisque Sarkozy les a regroupés. Et je l'appelle Pescicani, ce qui veut dire en italien requin. Et de son vrai nom, il s'appelle Squalini. Ah. Voilà. De son vrai nom, Squalini. Et donc, voilà, ce personnage existe et déjà l'imaginer en fiction, la réalité dépasse et de loin la fiction, parce que là, il est accusé d'un tas de choses par le juge, et chaque fois on découvre encore des abysses dans l'âme de ce monsieur. Alors, ton roman se déroule dans le 19e arrondissement de Paris, un arrondissement que tu connais bien, et tu y décris la topographie de l'influence salafiste. Comment s'exerce-t-elle dans ces quartiers? Ben, l'influence salafiste, c'est que, en fait, il y a l'Arabie Saoudite et le Qatar livrent clé en main des mosquées avec imam compris. Ils ne parlent même pas français, donc les trois quarts du temps, ils enseignent en arabe. Et leurs prêches sont des prêches salafistes. Pourquoi? Parce que c'est le salafisme qui règne dans ces régions, que ce soit au Qatar ou surtout en Arabie Saoudite. Donc, les gens qui n'ont pas d'éducation religieuse reçoivent ça comme vérité révélée et ils n'ont pas les moyens de défense contre cet islam des ténèbres, cet islam des sables. Donc voilà, le salafisme croit, je cite, il y a une mosquée particulièrement qui s'appelait Al-Dawa, qui continue à exercer avec des prêches incendiaires, qui est rue de Tanger. Il y a une autre mosquée qui n'est pas très loin d'ici, qui est Jean-Pierre Timbaud. Et continuent tous à propager cette foi. On dit que ce sont des piétistes, donc on laisse tomber. Mais est-ce qu'il y a des lois quand même? On ne peut pas, par exemple, propager librement le nazisme ou le fascisme sans qu'il y ait des sanctions. Or ce salafisme, c'est un fascisme vert et qui appelle à la violence, qui appelle à l'autre. Le problème aussi, c'est que on a l'habitude, dans le monde arabo-musulman, dans le monde qui nous concerne en fait, que l'identité repose sur la religion.
l'identité d'un bonhomme repose sur la religion. Et on le voit, même le code de la nationalité algérienne maintenant, hein, préconise qu'est algérien, un Algérien doit être aussi musulman. Donc on rentre dans un domaine où le droit et la religion se confondent. Or, ce n'est pas vrai. La religion n'est pas une identité. Elle ne donne pas l'identité. L'appartenance religieuse vous est donnée à la naissance, sans qu'il y ait quoi que ce soit de volontaire. C'est ni un choix, ni une volonté. L'identité, ça s'acquiert. L'identité, c'est quoi? C'est une innovation, c'est une innovation permanente, c'est une transgression. Il faut transgresser pour avoir sa propre liberté. Il faut dire non à un moment, dire non à ses parents, dire non à des lois, dire non à quelque chose. C'est ça qui fait leur identité. Et aussi d'admiration. On admire quelqu'un et des rencontres. C'est ça, on se forme une identité dans la vie, comme ça. Mais celle qui est donnée parce qu'on est né dans une famille musulmane, catholique ou juive, c'est une coloration, mais ça n'est pas une identité. Voilà. Et c'est facilité, cette intrusion du salafisme est facilitée par le fait que les gens se disent on est musulman mouketfin, ils disent, hein. C'est ça, traduction, on est musulman et lié. Et lié, c'est-à-dire pas libre. Voilà. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Donc, quelle place ce roman dans ton œuvre pour toi? Une fois qu'on a fini de l'écrire, moi je suis soulagé parce que il fallait. Mais si je devais le refaire, bon, je n'en ferai pas d'abord. On n'est jamais satisfait. Moi, je suis jamais satisfait tout à fait une fois que l'œuvre est finie, parce que il y a toujours des regrets. Et j'ai beaucoup de regrets pour Soukouveuse, parce que je n'ai pas eu l'impression que tout est dit et que tout peut convaincre. Surtout, j'espère lui donner une force de conviction pour que ceux qui le lisent soient jamais vaccinés par la violence. Et je ne sais pas si je suis parvenu. Contre la violence. Contre la violence, oui, bien sûr. Tu veux ajouter quelque chose? Non, parce que je pense que cette notion de non-violence, c'est au fait le vrai courage de demain. C'est ma conviction, parce que ça permet d'une part de ne pas faire l'irréparable. On peut avoir des opinions très tranchées, etc., se fâcher, mais à partir du moment où le sang ne coule pas, on peut toujours se réconcilier. Mais quand le sang coule, c'est difficile. Voilà. Très bien, on va vous passer la parole. Qui veut la prendre? Je suis sûre que ça suscite un certain nombre de réflexions, tout ce qui vient d'être dit. Non? D'abord, vous êtes sous le coup de l'émotion. Voilà, un petit peu, c'est un thème assez... Oui. C'est récent, donc c'est encore plus chaud, c'est encore... Oui. Et par rapport, enfin, ce qui s'est dit par rapport à la colloque, non, mais ce que je veux dire, c'est pas Non, mais vas-y, intéressant. En fait, ça m'a interpellé ce que vous disiez par rapport au fait que l'appartenance religieuse n'est pas une identité. Ce qui est vrai, parce que de toute façon, c'est impliqué par l'éducation, et même si c'est impliqué par l'éducation, toujours est-il qu'on a... Une fois qu'on a atteint un certain âge de maturité, voilà, et qu'on peut avoir une conscience religieuse, parce qu'on n'a pas une conscience religieuse quand on est enfant, c'est pour ça que ça se transmet par l'éducation. Hein. Là, on peut faire le choix de être ou de ne pas être musulman. Personnellement, dans mon entourage, je connais des cabines chrétiens, je connais même une cabine bouddhiste, tout est possible. Hein. Enfin voilà, et je pense que voilà,
vice-versa. Je veux dire, maintenant on trouve des gens, peu importe l'origine, on trouve des gens de toute religion et vice-versa. On le voit lors des pèlerinages, voilà, je veux dire, c'est pas les chrétiens, il y en a de toute origine, voilà. Mais je pense que cette appartenance, déjà, c'est pas propre au salafisme, ça date de bien avant. Et ce fait comme ça de se sentir proche de quelqu'un de la même communauté religieuse, déjà c'est pas propre à l'islam, mais ça existait bien avant. Et, moi ça me fait penser au terme de la Oumma, ce terme-là qui signifie la communauté des croyants, c'est ça, hein, qui fait qu'on a une appartenance religieuse. De par cette appartenance religieuse, on crée voilà, une appartenance, enfin, je sais pas comment dire exactement, mais voilà un lien avec les gens qui sont de la même communauté. Voilà, après, si c'est pour des bonnes choses, si c'est pour qu'on soit dans l'amour avec son prochain, pourquoi pas. Si ça passe par ce biais-là, pourquoi pas. Mais ça doit. Ce qui est dommage, c'est que. Enfin, je pense que ce qui est bien, le côté positif, c'est se rapprocher de son prochain, mais si c'est pour haïr les autres, c'est pas la peine, quoi. Enfin, je veux dire, ça, c'est le côté négatif. Donc, je pense que ça, c'est bien antérieur à ça, cette histoire de se sentir proche des gens de sa communauté. Voilà, alors après, ce qui m'a interpellée aussi, j'avais pas mis ça, j'avais pas mis le doigt là-dessus, voilà. Le fait que voilà, la plupart de ces jeunes qui ont été engrenés, qui ont été manipulés, sont à la base, enfin on va pas généraliser, mais sont à la base quand même des gens qui sont de la petite délinquance en général. Donc qui dit délinquance, qui dit argent facile, drogue, argent facile, acheter des belles voitures, il n'y a pas ça en France, il n'y a pas que ça chez les jeunes. Chez les jeunes issus de l'immigration, voilà, mais bref, mais là en l'occurrence c'est le cas. Donc moi, ce qui m'interpelle, c'est petite délinquance, dit argent facile, dit individualisme, je pense à moi, j'ai une belle voiture, je veux une belle maison, sans trop me fatiguer, hein, de préférence. Donc comment c'est vrai quelqu'un comme ça qui est dans cette optique-là, qui fait ça pour justement avoir un bon quotidien, et en plus de ça de façon facile, hein, c'est pour des gens qui font les 40 heures, hein, ou les 35 heures, c'est déjà beaucoup, je pense, pour eux. Et comment ils ont fait pour les manipuler et arriver à faire en sorte qu'ils se sacrifient pour d'autres, alors qu'à la base, c'est des gens qui pensent qu'à eux. Et en plus, se sacrifier de façon, voilà, je veux dire, se sacrifier par exemple en travaillant, par exemple dans le social, comme on le fait, voilà, c'est une chose, mais alors en plus, c'est se sacrifier, donc, soi-disant, hein, parce que moi je vois pas à qui rendre service, hein, c'est que il n'y a que le mal qui ressort de ça, se sacrifier soi-disant pour une pseudo, au nom d'une pseudo-communauté, parce que c'est quelque chose qui a été créé, et voilà quoi, se sacrifier, tuer des gens pour pouvoir rendre service à d'autres, enfin voilà, c'est un mythe. Absolument, ouais, je pense qu'il n'y a que le mal qui ressort de ça. Là-dessus, c'est la question que mais voilà, c'est ça m'interpelle. Voilà, le problème, c'est qu'on prend un petit délinquant. Voilà, moi, je n'ai pas de... Je ne peux pas généraliser, effectivement, mais ce que j'ai vu, par exemple, parce que je suis allé faire une petite pièce de théâtre dans une prison à Fleury-Mérogis. Don Juan de Molière, c'était une expérience formidable. Mais là, si j'ai bien compris, il y a des gens en prison, on vit par clan, par groupe, parce que c'est un monde très violent. Donc si on n'est pas dans un groupe, on subit des pressions de toutes parts. Donc dans ce groupe, disons islamiste, on prend un délinquant, on lui dit voilà, ton passé, on le connaît. Donc ils connaissent très bien, on a l'impression que comme les avocats, ils ont le dossier et ils le connaissent très bien. Mais là, justement, c'est un signe. On voit que tu as été distingué. Si tu as été dans l'erreur, c'est pour mieux te distinguer. On voit sur ton front le signe annonciateur d'une béatitude prochaine, etc. Voilà. Donc, et ça, ça ne marche pas à tous les coups, mais ça marche sur certains qui ont peut-être un passé de délinquant, mais qui ont peut-être un remords de délinquant. Ça arrive toujours. Quand on est en prison, on se dit où ça a cloché. Donc je suis dans la merde. Comment ça se fait que je suis dans la merde? C'est à me dire, écoutez, Dieu t'a distingué. Tu es dans la merde parce que Dieu t'a mis là parce que tu es dans la merde. C'est un signe. Regarde ton front est lumineux, etc. Donc ça je l'ai entendu dire. Hein. Et ça peut marcher sur... il suffit qu'il y en ait un ou deux. Hein, c'est pas... Et à partir de là, les gens vont se rattraper, vont se racheter,
dans le jargon pastoral, on dit que c'est un chemin, je ne sais pas, comment on dit dans le jargon pastoral, une rédemption. Voilà. Une question. Bonsoir à tous. Je voulais poser une question par rapport à cette génération-là dont on parle, qui est très, qui n'est pas du tout imperméable au salafisme ou à cet islam radical. Si on parle de cette génération, deuxième ou troisième génération d'émigrés, parce que j'imagine que c'est de cette... Je suis désolée, j'ai pas lu le livre, mais j'ai suivi du coup la conversation. Comment expliquer que cette génération est plus touchée par tous ces petits jeunes qui se convertissent, qui s'explosent, qui font tout un tas de trucs et qui sont très très à l'écoute de ce discours-là? Et comment expliquer que leurs parents, ou leurs grands frères, ou leurs grandes sœurs, sont à 10 000 lieues de ce chemin? Comment ces générations-là sont arrivées à ne plus avoir de repères identitaires et qui ne se définissent que par cette violence-là et cette religion-là, enfin en tout cas cette application de cette religion très violente? Comment on est arrivé là en l'espace de peut-être une trentaine d'années? Je ne sais pas, mais le fait est, on constate ce fait. Moi, je trouve une explication peut-être quand il y avait un travail de masse, quand les parents travaillaient avec d'autres gens sur une chaîne ou à la mine, etc. Il se formait une conscience ouvrière, une conscience de classe qui, comment dirais-je, transcendait les limites. On n'était pas algérien ou polonais ou dans le travail, on était ouvrier. Il y avait cette conscience de classe qui à peu près transcendait les ethnies. Il n'y a plus de travail de masse. Il n'y a plus... il y a une recherche par contre d'identité. Et c'est pour ça que j'ai bien signalé, enfin, en ce qui me concerne, je pense que l'identité religieuse n'en est pas une, mais c'est ce qui le reste, l'identité religieuse. On voit des gens, même ici, malheureusement, je connaissais une femme merveilleuse dont le fils est allé canarder des gens au Bataclan et qui était une militante laïque absolue. Et le père, et qui était proche d'ailleurs de la CB. Alors voilà, donc c'est des parents qui sont catastrophés par ces faits. La sensibilité qu'ils ont c'est qu'on leur livre tout clé en main. On leur livre une identité clé en main, on leur livre une dignité clé en main, on leur livre... alors que les parents ne sont plus un exemple. Il y a parfois dans les cités, il y a 4 générations de chômeurs. Il n'y a plus ce travail qui donnait la dignité au père, aux parents qui revenaient du travail avec son bleu, digne, et la paye qui va avec. Donc il n'y a plus cet exemple. On dit voilà, les parents ont été laminés, nous on a notre dignité dans la religion. Je crois que c'est ce qui permet un peu aux salafistes de recruter. C'est cette absence de repères, de parents. Moyennant quoi, il y a aussi des parents qui se laissent aller à, justement, comme les couveuses, à dire nous on n'a rien, mais eux ils ont beaucoup, etc. Déjà, ils instillent une espèce de haine de l'autre dans le corps de leur enfant. Si vous permettez, pas pour faire un discours tous les deux, mais ça m'interpelle quand même ce que vous dites, parce que là, on est en France, il y a une éducation qui se transmet, on n'est plus... il y a peut-être le problème des classes qui ont disparu, j'ai envie de dire tant mieux que ça ait disparu quelque part, hein, il n'y a plus de lutte de classe, donc ça serait une des raisons pour laquelle il y aurait un problème de transmission du coup des parents. Quel est le rôle de la société dans laquelle on vit? Quel est le rôle de l'école? Parce que ces gamins, peut-être qu'il y a une défaillance de la transmission des parents, mais quelle est cette culture? Quel est ce pays? Quelle est cette école qui n'a pas réussi?
à donner envie à un enfant qui a grandi ici, qui est né ici, finalement de ne pas se reconnaître dans ce pays, de ne pas avoir cette identité de ce pays-là et de s'accrocher à quelque chose, de nihiliste, quoi, de s'autodétruire, enfin, que ça va jusqu'à s'autodétruire. C'est quand même très très fort, c'est violent. Je sais pas, en ce qui concerne l'école, j'avoue mon incompétence. Moi je suis un enfant de la méritocratie républicaine, donc j'ai fait mes études dans un lycée parisien, donc c'est vraiment le bienfait de l'éducation nationale. Je ne sais pas quel est le niveau, je pense, moi je connais des enseignants, je pense que des gens font le maximum pour apporter des connaissances à tous les enfants de la République sans condition de race ou de religion. Je vois, quand je vais projeter mon film dans des lieux, dans des ZEP, enfin des zones d'éducation prioritaire, les enseignants sont admirables. Je veux dire, il n'y a pas de... L'enseignement est donné. Et il faut le recevoir. Quand un gamin arrive, parce que ça arrive, et qui, en face de l'évolution de Darwin, il propose quelque chose d'aussi incongru que le créationnisme, en disant que Dieu a créé avec de la terre un être humain et une femme, etc. Donc, ça devient difficile d'enseigner aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? Bon, moi j'ai quelque chose à ajouter. Nous avions évoqué lors de notre dernière rencontre l'efficacité. Est-ce que c'est efficace, ce travail qui est fait d'une part par des mères de victimes qui vont dans les lycées, les écoles. Tu en as connu, je crois. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Oui, c'est madame. C'est le premier soldat qui a été tué. Donc sa mère va dans les écoles et fait... Le seul reproche que je lui fais, c'est qu'elle va voiler. Elle va avec un foulard. Alors, c'est le seul reproche. Sinon, ce qu'elle dit, je n'ai rien à reprendre. Elle parle des enfants de la République, elle est très apaisante et elle est écoutée. Mais seulement, je n'ai jamais compris pourquoi, alors qu'elle ne le portait pas. Hein? Avant la mort de son fils, elle ne portait pas le foulard. Pardon? La mère d'un des... Zénab Abouzed. Oui, voilà. La mère de Ziad. Oui. Zénab Abouzed. Elle ne le portait pas et elle le porte. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas osé lui demander. Moi, je l'ai rencontré 2 fois. Mais moi, ça me gêne. Ça me gêne de parler de la République en étant voilé, parce que le voile, bon, c'est pas innocent, hein, quand même. Voilà. Dernière question. Oui, vas-y. Je cite simplement, je regarde ma fiche, parce qu'il y a un psychiatre, Fethi Ben-Slama, qui est très connu, qui a écrit un bouquin sur justement ces tentatives, sur la psychologie justement de ces meurtriers, et il est allé beaucoup plus loin. Alors pour le voile, il dit le voilement des femmes est une tentative de rattraper dans l'espace public le corps féminin qui s'est échappé du harem. Le harem en arabe veut dire tabou, interdit, donc un terme très, très psychiatrique. Et ce corps féminin, il est tenu comme un bien collectif de la communauté. C'est-à-dire que n'importe quel homme de la famille se sent en droit de protéger ou d'avoir, ou de posséder ce corps. Katab Yassine, lui, il est beaucoup plus expéditif, un poète. Hein. Et il fait dire à Dia, à la Kaina, il dit, cet homme de vous voir dirigé par une femme,
c'est qu'ils sont marchands d'esclaves. Ils volent leurs femmes pour mieux les vendre. Pour eux, la plus belle fille n'est qu'une marchandise. Il ne faut pas qu'on la voie de trop près. Ils l'enveloppent, la dissimulent comme un trésor. Une femme libre les scandalise. Pour eux, je suis le diable. Ils ne peuvent pas comprendre, aveuglés par leur religion. Voiler une femme, ça n'est pas seulement... D'abord, je ne suis pas théologien non plus, mais je lis le Coran en long, en large et en travers. Il n'est mentionné nulle part le voile de la femme, qu'on doit voiler les femmes. Nulle part. Nulle part. Seules les femmes du prophète étaient voilées. Parce que, je ne sais pas pour quelle raison, mais elles étaient voilées. Mais seules les femmes des prophètes étaient voilées. Donc, et pas la première. Hein. La première, c'était sa patronne, elle n'était pas voilée. Voilà. Donc le voile n'est pas innocent. Quand un gamin rentre à la maison et dit « Maman, il faut que tu portes un voile », ça n'est pas innocent. Ça veut dire que le petit gamin s'arroge le droit du mal de contrôler sa mère, que voilà, c'est une religion patriarcale. D'ailleurs, je me suis toujours amusé de savoir pourquoi un martyr... Ah là, justement, le coup des 70 vierges, ça fonctionne à plein tube. Les gens, ah oui, les gens sont persuadés, les frères Noachi... Les frères Kouachi posaient des questions toujours sur ces 70 vierges qui les attendent, etc. Donc, ça fonctionne à plein tube. Là aussi, je dirais quand même une répartition qui n'est pas... On ne voit nulle part, on ne propose nulle part à la musulmane méritante un contingent de puissants attendant l'arme à la bretelle que la musulmane méritante, ça n'existe pas. Donc il y a deux poids et deux mesures là-dedans quand même. Enfin, ça c'est une blague. Oui. Après, malheureusement. Une question ? Une observation par rapport à la réflexion tout à l'heure, par rapport à cette maman qui intervient dans les établissements après la mort de son fils, par rapport à ce voile. Je suis un peu gênée par ce que vous venez de dire. Peu importe ce que je peux penser du voile, cette dame-là, elle a fait ce choix-là. Je pense que pour le coup, elle, en l'occurrence, elle a fait le choix de le porter. Et je pense que dans le cas même où elle le porte, le fait est qu'elle aille dans les lieux publics, notamment les établissements scolaires auprès d'enfants, en devenir, des adultes en devenir, pour expliquer que finalement, en effet, on peut porter parfois le voile, très rare, mais on peut porter le voile et pas être un islamiste et un tueur de petits ou un tueur de... C'est son discours. Moi, c'est hyper important aussi de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le discours. Je ne la connais pas. Ça peut gêner. Le voile dans l'absolu, pour une femme que je suis, le voile me gêne dans l'absolu, me gêne en tant que personne. Après cette femme-là, en tout cas par rapport à la symbolique, à ce qu'elle incarne quand elle va dans l'établissement, donc son fils a été assassiné par quelqu'un au nom d'une religion qu'elle revendique. J'ai juste envie de voir en fait ce qu'elle est en train de dire en disant tout simplement aussi, pour reprendre l'expression de quelqu'un, d'un ami, oui, elle peut dire c'est ça aussi, ça peut être ça la religion musulmane. Ça peut être ça. Oui. On peut être, j'imagine, et je pense, mon père se définit comme musulman, il ne tue pas les gens. C'est pas la religion dans l'absolu qui me dérange, c'est le fait d'essayer de l'imposer. Et en tout cas, vraiment par rapport à ce que vous voulez dire, par rapport à cette femme, voilà, ça m'a gêné, je voulais... moi, ce qui me gêne, je veux vous le dire, franchement, ce qu'elle dit est irréprochable. Elle parle de la République, elle est irréprochable à ce moment. Par contre, vous savez que dans les écoles où elle va, le voile est interdit. Alors, arriver avec le voile, ça peut être un contre-exemple. C'est-à-dire que dire, voilà, ce que dit cette dame est magnifique, elle se voile, il n'y a pas de raison que nous ne nous voilons pas. Donc voilà, c'est à ce niveau-là, c'est la seule critique que j'ai. Sinon, elle est libre de porter le voile,
Et même le niqab, si elle veut, c'est pas le niqab, elle a un voile très strict. C'est un voile des vieilles à l'ancienne en fait, c'est pas le voile. C'était un voile à l'ancienne. Moi, rentrant à l'école où le voile est interdit, voilà, ça m'interpelle, c'est tout. Je n'ai rien dit, hein, mais je ne peux pas me permettre d'intervenir dans le deuil d'une femme qui a souffert. Voilà, et bien, merci Derry. Merci à vous. Ne partez pas tout de suite. J'ai une petite communication à vous faire avant de nous retrouver tous autour d'une collation. Vous avez en ce moment une exposition de photos. Vous pouvez les voir ce soir d'ailleurs, qui s'appelle Alger, ville française, histoire de la construction de la ville de 1830 à 1962. Je vous signale que le vernissage aura lieu le mercredi 24 mai à 18h30, notez-le, et que cette exposition est visible jusqu'au 30 juin. Par ailleurs, nos prochains 10 mai seront consacrés à Arès-Kimétref, pour son ouvrage Le jour où Madame Carmel sortit son revolver, édité chez Dalimène, et la rencontre sera animée par Nourdine Saadi. Ce sera, notez-le, le 7 juin à 19h. Et enfin, j'avais une troisième, qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, la dernière et troisième. Alors c'est une lecture de pièces que je vous invite vraiment à ne pas louper. Et ce sera le mercredi 14 juin à 19h. Superbes exilés, qui est une adaptation de la pièce d'Arès-Kimétref, et mise en scène par Catherine Benkodja. Donc lecture de cette pièce. Mercredi 14 juin à 19h. Voilà, merci.